à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Les 29, 30 avril et 1er mai prochains, il ne faudra plus dire le Poiré sur vie, mais plutôt The Progress of Life. Puisque cette commune du Nord-Vendée sera pendant 3 jours plus américaine que vendéenne et française. Un véritable camp américain de la Deuxième Guerre mondiale va être reconstitué au moulin à Élise. Vous pourrez vivre ainsi la libération comme vous y étiez. Mais pourquoi cette reconstitution ? Pourquoi de plus en plus de Français deviennent des reconstituteurs, préférant apprendre l'histoire en la revivant ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités, membres de l'équipe Atlantic War, une association de reconstitution historique basée à Noirmoutier, qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, je salue mes GI de la chronique. J'ai bien surnommé Jean-Luc Vadacarne et Baptiste Pierre. GI de la botanique et de la faune et des animaux, etc. Jean-Luc Vadacarne, je vais y arriver. Hein. Ça fait je dis jamais Vadacarne en fait. Ça, je ne suis pas habituée. Je dis toujours Jean-Luc. Ah, c'est vrai, ouais. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Vous êtes venu pas tout seul ? Non, je suis venu soit avec des poissons. Oui, alors c'est des poissons. Soit la carpe à la lune, soit de la carpe proussienne. Oh, la carpe à la lune, je trouve ça hyper beau. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit ça, justement. Ah, vous savez pas ? Non, c'est ça la chronique, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Et tout ça, c'est la faute de Baptiste, en fait. Oui, parce qu'en fait, vous êtes appelé, c'est ça, c'est Baptiste, c'est à vous, ça. Et c'est pas à moi, c'est au potager extraordinaire, mais donc du coup, on a un petit doute sur l'identification, effectivement. D'accord, donc vous êtes dit, je vois Jean-Luc. Ouais. On va essayer de faire une paire de coups. Vous allez bien, Baptiste ? Et ça va très bien. Et on va parler pas du tout de poisson. Ah non, première partie un peu crado, deuxième partie patate douce, mais je sais que vous attendez la première partie avec impatience. Mais absolument pas. Absolument c'est pas. une surprise d'ailleurs. Exactement, je ne sais pas de quoi vous allez parler, donc c'est une surprise. En tout cas, on voit ça tout à l'heure. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, on en est ravis, et faites gaffe parce que il y a du militaire. Jean-Paul Liman, bonjour. Vous êtes le président de l'association AWM, Atlantic Wall, c'est ça, association Atlantic Wall Memory. Voilà, exactement. À côté de vous, Christophe Cotuc. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes membre de cette association-là. Et juste à côté de vous aussi, Stéphane Guilbeault. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes membre de l'association et vous êtes responsable du fameux Spring Camp qui va avoir lieu au Poiré sur Vie, au Moulin à Élise. Bon, on va en parler. Juste pour faire un bref historique de l'association, Jean-Paul. C'est une association qui existe depuis combien de temps ? Elle a été créée en 2010. Elle a été créée en 2010. Moi, je me suis installé sur l'île de Noirmoutier. Je ne suis pas vendéen. Avec le nom que j'ai, je ne suis pas vendéen. Mais j'ai été très bien accueilli. Je suis super bien. C'est très, très sympa et je suis très, très heureux d'avoir le privilège de vivre sur l'île de Noirmoutier. Ouais. Et je suis collectionneur de véhicules militaires anciens depuis mon plus jeune âge. Et donc Jeep, mais Jeep, d'une période précise ou américain, Seconde Guerre mondiale. Ah oui, donc c'est assez précis quand même. Voilà, donc passionné de ça depuis l'âge de 14 ans. Quand je suis arrivé sur l'île de Noirmoutier, moi qui viens du centre de la France, j'ai découvert qu'il y avait des blocos. Il y a des blocos à Noirmoutier, donc exactement. Quand on s'intéresse à la Seconde Guerre, quand on tombe sur des blocos en vrai, on se dit formidable. Il y a forcément quelque chose à faire. On s'est regroupé à 3-4 copains et on a monté une association qui tourne autour du mur de l'Atlantique et des blocos de l'île de Noirmoutier. D'accord. Donc on a signé une convention avec la mairie de la Guérinière pour occuper un petit blocos qui n'est pas un musée mais qu'on fait visiter. Et parallèlement, il y a toujours cette activité véhicule ancien, Seconde Guerre mondiale et reconstitution avec Stéphane, avec Christophe. Donc l'association ne fait pas que de la reconstitution historique comme ce qui va avoir lieu au Poiré sur Vie. Non, elle ne fait pas que de la reconstitution. D'accord. La base, d'où son nom Atlantic Wall Memory, la mémoire du mur de l'Atlantique. On s'est rendu compte que tous ces blocos qui étaient un peu des verrues, un peu moches sur le bord, malgré tout faisaient partie de notre histoire. Bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces 7-8 dernières années... il commence à prendre de l'intérêt dans la tête des gens et on se dit, c'est peut-être moche, mais ça servait à quoi ? Donc, on voit un intérêt global. Alors, Christophe et Stéphane, vous êtes en militaire. Oui. Alors, c'est pas votre métier, on est d'accord ? Hein ? Non, c'est pas notre métier. C'est pas votre métier. Et c'est quoi votre grade ? Parce que vous êtes venu, vous êtes haut, là. Je le sens. Oh non, je suis sous-officier. Non, je suis sergent, technicien. Voilà. D'accord. Ouais. Et vous, Stéphane ? Là, je suis caporal, technicien. Comment vous le voyez ? Le T, le fameux T qui est sur votre manche ? c'est technicien et 2 grades, c'est caporal. Là, c'est 3. Donc, sergent. Là, c'est sergent. D'accord. Donc, on vous verra les 29, 30 et 1er mai au Spring Camp. Vous faites partie de l'association depuis combien de temps ? Depuis le début ? Non, pas depuis le début. Non. On a 2 ans. Depuis 2 ou 3 ans. J'ai amené du matériel. Ah oui, alors voilà. Vous, c'est la Seconde Guerre mondiale.
c'est une passion. Comment vous vivez ça, Christophe? C'est une passion d'enfant. Après, on travaille, donc on a un salaire, Vous donc avez ça un métier permet, à côté, oui, ça ouais. permet d'acheter, de fouiner un petit peu partout dans les brocantes, sur Internet, dans les greniers. Et vous puis achetez d'acheter quoi, du par matériel. exemple? Tout ce qui est en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Mais ça va du véhicule en passant par... Au départ, oui, on veut se refaire une armée entière. Et après, on se recale, on se cible. Moi, je fais beaucoup le signal corps, tout ce qui est transmission, et le médic. Et puis le para, parce que je saute en para, donc voilà. Ah oui, Stéphane. Et moi, j'aime mieux l'aviation, donc je suis dans l'US Air Force. Ouais. Donc j'ai pas d'avion, Pas encore. mais je suis mécano dans l'US Air Force. Donc j'ai mon personnage, si on veut, je le dirige dans un personnage précis. Ah, Donc, alors ça, on va en reparler. voilà. Parce que ça m'intrigue, c'est un truc de malade. On se choisit plus ou moins un personnage. Un personnage Donc il y en à a que jouer. c'est les paras, ils sont fanatiques des parachutistes. Moi j'aime mieux le côté aviation, le côté avion, donc je me suis... Et technique. Et technique. D'accord. Donc on cherche les détails sur les photos, beaucoup de photos d'époque. C'est ce qui est le plus réel. Mais votre fil rouge à tous les trois, c'est que vous êtes quand même, vous chinez les objets, vous Oui, êtes tout à fait, vous toujours. regardez, vous Tous les êtes- jours. Parce que tous les jours on cherche, on regarde. On se documente trouvez, énormément parce que bon, Ouais. nous on correspond bien à 39-45 et en Ouais. fonction même entre 39-45 les équipements changent, donc on veut pas d'anachronisme. Donc quand c'est en 44, on met pas de matériel de 45. Vous voyez, c'est très précis. Donc Oui, on c'est se très, documente très précis. énormément. Précis. Ouais. Et donc vous achetez ou des... On fait nous-mêmes aussi. Oui, On fait des Vous les choses refaites, nous-mêmes. vous Ouais. reconstituez certaines Ouais, choses. on fait de la couture. on voit Mais- des choses et on essaie de les faire nous-mêmes, quoi. Des D'accord. détails. Quand vous des petits récupérez, détails. quand vous achetez des objets sur Internet ou que vous trouvez, etc., vous les stockez chez vous? Enfin, je veux dire, Bah oui, pas la Banque de France. c'est vrai, il y a certaines choses, mais ça veut dire que vous avez un côté collectionneur, il y a un côté collection, c'est-à-dire que vous... Alors, Je suppose que les véhicules, Ouais. vous Bah oui, alors savoir les ça- stocker, quoi. Bah voilà, c'est quand on en a 3 ou 4 comme moi, il faut un gros garage. Bah, c'est ça. Alors, ce que j'allais rebondir un petit peu, c'est quand on Ouais. collectionne des casques ou des pantalons ou des fringues. Des ou choses autre, qui se rangent ça bien prend quand même, dans les- dans les ça tiroirs. prend quand même moins de place quoi, qu'une Jeep, qu'un camion, que si ça. On a même des collègues quoi, qui collectionnent des chars, des avions. Donc, Chars. Des chars, ouais. On a des collègues qui collectionnent des chars. Et on a même fait rouler 2 fois un char Sherman de 30 tonnes sur le quai du port de Noirmoutier. Monsieur le maire qui était sur le plateau, là, il s'est dit « Au secours, vous allez me faire tomber le mur. Vous inquiétez pas, Ouais. le port résistera bien à ça. » Et on a fait rouler donc un char Sherman. D'accord. Donc ce milieu de la collection est super large dans ces époques-là. Et puis il y avait tellement à l'époque une multitude d'objets. C'était vraiment le... Ouais. Ça a été, à mon avis, pour le français, une découverte de toute cette industrie. Ça allait de la poche au Sherman aussi, Américaine, ça. américaine. Toute américaine. Donc il y avait ça devait être, j'étais pas là, mais ça devait être tellement surprenant de voir tout ce matériel qui arrivait. Il y en a tellement eu. Moi, je me rappelle quand j'étais môme, quand j'avais 15 ans, il y avait des surplus américains où il y avait des Ça montagnes et existe des encore, montagnes. il y en a encore. Il y en a de moins en moins. mais il y en avait à La Rochelle, il y a Je dirais qu'on arrive. Ouais. On arrive un peu à la fin, mais moi je me rappelle quand j'ai retapé mon vieux camion de 1942, des pièces de moteur, mais il y en avait, quand je dis des montagnes, il y en avait 6 mètres de haut dans des caisses, et puis voilà quoi. Avant Aujourd'hui, il y en a moins. Ouais, et avant de donner la parole à Jean-Luc pour sa chronique, la collection, c'était pas assez? Il fallait passer à la reconstitution? Christophe? Oui, parce que on collectionne, on est dans notre petit coin, notre Ouais, petit garage, ouais. c'est bien, c'est à nous, mais pour faire vivre et puis partager, à un moment, il faut franchir le pas, trouver des amis, et puis voilà, montrer aux gens, et puis après, on est une bande dessinée vivante. Oui, c'est exactement ça. C'est Moi, les exactement musées, ça. c'est derrière une vitre, on peut pas toucher, alors que mon matériel, il a fait la guerre, donc il craint pas grand-chose, donc les D'accord. jeunes, les moins jeunes peuvent toucher. Et puis voilà, on soupèse un fusil, une radio, Ouais. c'est énorme. On sait qu'ils ont été parachutés avec. Alors, on va en reparler évidemment de la reconstitution au Poiret Survie et au Moulin Élise avec vous d'ici quelques instants, mais d'abord, on va faire un point poisson.
transition difficile. Très, très difficile. Alors, oula, il me regarde avec un air... Avec un air furieux. Oui, ils sont furieux d'être ici. Oui, ça, je comprends, puisque c'est Baptiste qui va vous expliquer. Il va vous expliquer Alors, d'où en fait, viennent vous ces poissons. avez changé vos... Oui, D'accord. je vais Baptiste, parler, pourquoi Et un peu plus, il m'a apporté sa plante. Donc Oui, on aurait pu ouais. switcher, ça aurait été marrant. Donc, c'est quoi ces poissons Une mare au potager extraordinaire avec beaucoup de matière organique en suspension. Je voudrais mettre des plantes pour oxygéner l'eau D'accord. pour qu'elle soit un peu plus intéressante. Et donc du coup, qui sont les responsables? Vont-ils me manger les plantes? Sont-ils problématiques pour cette mare et pour l'eau qu'on y pompe? Réponse. Ouais, réponse. Déjà, la première chose, c'est que pour être certain de l'espèce, alors c'est soit Carassius, soit Carassius gibelio. Et donc, pour être sûr de l'espèce, nous allons procéder devant vous à une autopsie. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Ben oui. Non, c'est une blague. Mais là, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que entre ces deux espèces, Carassius, donc la perche à la lune, ou Carassius gibelio, il y a quelques petits points. Il faudrait compter les écailles sur la ligne latérale. Mais il y a un truc qui est très clair, c'est leur péritoine. Le péritoine de Carassius gibelio est noir, alors que l'autre est clair. Voilà. D'où le couteau. D'où le couteau. Donc on fera ça dans la seconde partie de l'émission, parce qu'après, si on va vous voulez avoir bien. toutes les associations qui vont nous tomber dessus. Non, on va le faire. Alors, ce sont des poissons qui sont effectivement assez intéressants, puisque Gibelio est certainement l'ancêtre du fameux poisson rouge. Et ce sont des poissons qui, je comprends, ça pose des problèmes dans les installations du potager, parce que ils ont une capacité à la résistance extraordinaire aux eaux turbides, aux eaux qui sont très peu oxygénées, et ils se multiplient très très bien. Donc à un moment, peut-être qu'il faudrait organiser une pêche, ou je ne sais pas. Une pêche massive. Une pêche massive. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, ils polluent. Alors, polluent. Ce sont de gros pollueurs. Ils polluent l'étang. Ce sont de gros pollueurs. Non, mais ils étaient pas mal là. Oui, dis donc. Oh là là, on n'est pas à l'abri qui saute. Et là, bien la turbidité, ils sont dans le bocal depuis très peu de temps. On vient de les mettre dans le bocal. Et on vient de les... Oui, c'est ça, juste avant l'émission. Il y a 3-4 minutes. Et donc, oui, ce sont des gros pollueurs. Et en plus, comme ils ont tendance à faire remonter tout ce qui est sédiment, certainement que ça peut boucher les pompes, des choses comme ça. Mais ça peut avoir des conséquences sur les plantes? Sur la pousse des plantes? Alors après, je pense que... Sur le matériel, surtout. Sur le matériel. Après, c'est sûr que comme ils ont l'air assez nombreux, ils fouillent, ils grattent, les plantes... Ils enrichissent l'eau et les plantes pousseront mieux. Les plantes poussent bien, effectivement. Et ça, c'est l'ancêtre du poisson rouge? Alors oui, Gibelio est l'ancêtre du poisson rouge. Alors la différence entre les deux, la carpe à la lune, le Carassius a une forme beaucoup plus ronde, et Gibelio a une forme un peu plus allongée. Et donc, c'est effectivement l'ancêtre du poisson rouge qu'on a à la maison. Parce qu'en fait, ces poissons viennent de l'Est. D'accord. Au sens large du terme. Les Chinois, à 300 ans avant notre ère, commencent à s'intéresser à Carassius qui fait l'objet de mutations naturelles dans les plans d'eau. Et à partir de là, on sait déjà qu'ils s'intéressaient à la pisciculture 400 ans avant notre ère. Donc ils sont des gens très très pointus en matière de pisciculture. Et c'est pas étonnant que la Chine soit le berceau du poisson rouge, qui ensuite a été exporté vers le Japon. D'accord. On fait un petit point tout à l'heure? Oui, si vous voulez. Oui. Je veux bien. Donc un point, donc on va affûter le couteau et tout va bien se passer. Il va y avoir du sang dans cette émission. Merci beaucoup Jean-Luc, on se voit tout à l'heure. Maintenant, c'est Baptiste. C'est Jean-Luc qui parle ou c'est vraiment... Baptiste. Donc un peu plus crado pour moi, mais je comprends pas pourquoi. Avec un animal, parce que se cache parmi ces plantes un animal. Alors je vous en ai mis une devant vous, une autre plante, c'est une autre plante. Et regardez bien, vous avez ce qu'on appelle... Pas touché. Oh, vous pouvez, c'est pas dangereux. Mais vous non, allez vite comprendre. Regardez bien, vous avez ce qu'on appelle du crachat de coucou. Ah, c'est ça. En gros, qui a craché dans mon jardin? Là, c'est ici. Exactement. Un gros molar. Un gros molar. Donc baladez-vous en nature, regardez dans votre jardin. En ce moment, il y a des molars partout. On appelle ça du crachat de coucou. Alors voici le coucou, voici l'oiseau.
qui crache. Alors on le sent bien. C'est du vrai crachat de coucou. Ah oui, il se racle la gorge. Non, je rigole. Pas du tout. Je crois tout ce que me dit Baptiste. Mais moi, je crois juste... Le coucou ne se racle pas la gorge. On appelle ça du crachat de coucou parce que ça arrive au moment où le coucou se met à chanter. Mais c'est la plante qui fait ça. Pas du tout. Mais c'est quoi? C'est en fait une cicadelle, un petit insecte, une petite larve. Et c'est la larve de la cicadelle qui va produire ces espèces de petits crachats. C'est en fait un amas de déjections liquides dans lequel elle pulse de l'air. Oui, parce que c'est un petit peu mousseux. Voilà, tout à fait. Une petite émulsion. Une petite émulsion de déjection, voilà, qui va lui permettre d'être, on va dire, à l'abri de la déshydratation et du soleil, mais aussi à l'abri du froid. Parce que elle s'entoure de ça? Cette semaine, et oui, elle est dedans. Elle est au milieu, exactement. La petite larve est au milieu. Et donc, du coup, elle se protège comme ça. Et on s'est inspiré, entre autres, de ces petites bulles pour faire ce qu'on appelle le papier bulle, vous savez, le papier bulle en plastique. C'est exactement la même chose. Voilà, isolant et qui donc va pouvoir protéger tout ça. Donc, ces crachats de coucou sont en fait liés à la cicadelle qui fait donc la cicadelle écumeuse. Il y en existe plusieurs, inféodées parfois à certaines plantes, mais souvent elles cohabitent les unes les autres. Et surtout, c'est de la famille de la cigale. On reconnaît un petit peu à la tronche de l'adulte. Là, c'est l'adulte. Hein, la larve est verte. On dirait peut-être un petit puceron sans ailes pour être grossier. Et donc voilà, c'est de la famille de la cigale. Et si vous croisez des molards partout dans les champs et dans votre jardin, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est la cicadelle. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. On verra la suite tout à l'heure. Patate douce tout à l'heure. Ah bah oui, patate douce tout à l'heure. Allez, on rince. Merci beaucoup Baptiste. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler des États-Unis et du Spring Camp du Poiré-sur-Vie. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au Spring Camp qui va avoir lieu. C'est un camp américain de la guerre 39-45 qui va se mettre en place, être reconstitué au Poiré-sur-Vie, au Moulin à Hélice. C'est les 29, 30 avril et 1er mai prochains. Nous sommes en compagnie, je mélange un peu les mots, de 3 membres de l'association AWM qui s'occupent notamment de cette reconstitution, mais qui ne font pas que ça dans l'association. Jean-Paul Limagne, le président, Christophe Cotuc, qui est membre, qui est juste au milieu, et Stéphane Guilbeault, qui est responsable aussi de l'installation de ce camp. Qu'est-ce qu'on va y voir, Stéphane, justement On va y voir des GIs en tenues différentes. Ouais. Il y en a qui sont de l'US Army, d'autres de l'US Air Force, les autres c'est de l'US Navy. Il y en a qui c'est le Pacifique, qui sont passionnés par la guerre du Pacifique. Ouais. Donc tout le monde a des tenues différentes. Donc il ne faut pas hésiter justement à poser des questions, savoir pourquoi on a différentes tenues. Ouais. Ensuite, il y a des véhicules, il y aura des Jeeps, il y aura un GMC, le beau GMC à Jean-Paul. C'est quoi alors GMC Un GMC, c'est un véhicule, c'est comme le camion qui transportait les troupes ou qui transportait le matériel. Le GMC. Après, il y aura des Dodge. Le Dodge, c'est un petit peu moins grand que le GMC. Et après, vous avez des Jeeps. Donc, c'est le véhicule le plus connu. Bien sûr. Un petit peu de la Libération. Ouais. Et après, on s'est rendu compte que... Il y a des tentes aussi. Oui, on a des... Donc, les tentes ont des noms aussi. Il y a des small, il y aura des tentes pyramidales. C'est ça, des différents... Chacun... Il y avait différentes fonctions qui servait. Il y avait un matériel et une diversité de choses, c'était surprenant. Il y avait de la toute petite tente pour mettre 2 mecs dedans, et il y avait des tentes qui servaient de garage dans lesquelles on réparait des GMC, on réparait des camions. Il y avait des tentes énormes. Ce qui veut dire que vous allez reconstituer sur le Moulin à Hélice pratiquement une petite ville, une petite bourgade. C'est ça, voilà. C'est ce qui se passait. La vie d'un camp. La vie d'un camp. La vie d'un camp avec le coucher, voilà. Est-ce qu'il y aura la partie médecin, médical et tout ça ou pas? Alors tout dépend de ce que les gens vont emmener, parce qu'il y en a qui s'autorisent un thème, une fois ils vont emmener un tel thème, mais après ils veulent sortir plus tout ce qui est radio, donc chacun, on ne sait pas vraiment à l'avance, on l'impose pas si vous voulez, d'emmener pour tel groupe telle chose et telle chose, chacun est libre.
Ce qui veut dire que les personnes qui vont faire la reconstitution avec vous ne sont pas forcément des personnes de votre association. Vous avez lancé un appel, voilà, entre guillemets, c'est ça? On lance un appel aux associations des environs. Donc on a des gens qui vont venir de Nantes, on a des gens qui vont, le groupe de La Roche qui va venir se joindre à nous, on a les Sables d'Olonne, on a nous, le groupe de Noirmoutier. Et on a des gens un petit peu qui sont de Bretagne, qui sont un petit peu de Poitiers, qui sont des Deux-Sèvres, donc qui vont venir justement parce qu'ils ont vu, comme on envoie justement des réservations, ils s'inscrivent et ils viennent individuellement. Alors, par des exemple, réservations pour ceux qui vont participer à tout ça. Voilà. On l'a pas dit, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout pour le concert, la visite du camp, tout est gratuit. Oui, parce qu'il y a, alors on l'a pas dit, mais il y a des marchés de nuit, il y a un bar qui sera mis en place. Une marche de nuit. Une marche de nuit. Pour les GIs, réservé aux GIs. Pas du tout. Je marchais pas dans le Poiret. Et il y a un concert gratuit des Glams qu'on avait reçu sur le plateau, parce que les Glams, elles se sont spécialisées dans ce qu'on appelle le close harmony, qui était la façon de chanter un peu dans les années 40-50, et qui feront aussi un concert le dimanche 30 d'ailleurs à 21h sur le site pour les citer. En tout, il y aura combien de personnes en reconstituteurs? Christophe, vous savez? Au jour d'aujourd'hui, on est une quarantaine de GIs inscrits. J'adore, on est une quarantaine de GIs inscrits. Et après, on véhicule peut-être une dizaine de véhicules. Entre 10 et 15 véhicules différents. D'accord. Et on s'est rendu compte, nous, sur les premiers camps qu'on a fait un petit peu entre nous, que ça prenait déjà, puis que le public venait nous voir malgré que c'était fermé, c'était pas ouvert au public, ils venaient quand même, parce que dès qu'il y a une Jeep qui arrive dans un village, les gens sortent, c'est marrant, c'est comme ça. Et on s'est dit, pourquoi pas l'ouvrir au public? Donc on a décidé avec l'équipe de devenir maintenant le Spring Camp, l'esprit camp itinérant dans la Vendée. D'accord. Donc vous ne le ferez pas forcément au Poiret. D'ailleurs, le Poiret, c'est vous qui avez demandé l'autorisation, ou c'est le Poiret qui vous a demandé? C'est que donc l'an dernier, on a commencé sur Sainte-Flève-des-Loups. Parce qu'on avait un terrain privé qui était à notre portée et qui était vraiment très bien pour faire ça. Et on s'est dit, on ne va pas le refaire à Sainte-Flève, il faut qu'on bouge. Donc moi, j'avais des connaissances sur le Poiret. J'ai mon oncle que j'appelle l'ambassadeur parce qu'il est né au Poiret, il a travaillé au Poiret. On l'embrasse. Et j'ai dit, ça m'ouvre une porte, c'est quand vous connaissez quelqu'un. Je connaissais le Poiret parce qu'il y a des sites vraiment exceptionnels et puis on peut faire des belles choses au Poiret. Donc on a été voir tout de suite au mois de septembre à la municipalité du Poiret qui nous a ouvert ses bras. Ils ont été tout de suite partants. Et on a des envies déjà pour les années futures. Donc on a déjà des contacts sur d'autres communes dans d'autres secteurs. Alors, excusez-moi. C'est un peu comme une espèce de casting parce qu'on s'installe dans des endroits qui collent. Il faut que physiquement... ça ait le look, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre sur un parking de supermarché, on va pas se mettre sur du goudronné, on va pas se mettre si à gauche on a un bâtiment qui est en béton. Il faut que quand le public arrive là-dedans, il se déconnecte du temps et il a fait un bond de 40 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on fait gaffe à des tas de détails pour essayer de coller vraiment, pour vraiment plonger les gens dans cette ambiance-là. Donc, les repérages, entre guillemets, qu'on fait, à chaque fois qu'on se bat dans un coin, on se dit, tiens, cette petite place de village... C'est comme un lieu de tournage, quoi. C'est comme un lieu de tournage, c'est exactement ça. On est complètement dans cet esprit-là. Il faut que ça colle physiquement de A à Z. Vous savez combien de personnes peuvent venir sur les 3 jours? Il ne fera pas très beau. Non, il ne fera pas très la beau. Météo. Alors, si une question, il ne fera pas très beau. Alors, mon cerveau fonctionne. Vous dormez sur place? Oui. On vit comme le GI. Ça, vous avez dormi sous la tente? Voilà, on appelle ça le lipico. On mange dans les gamelles. On se lave quoi dans les gamelles? Parlez du cornet de on va manger quand même... le fameux, voilà, vous êtes venu on ne mange pas de la ration. On mange de la ration, ça arrivait quand on va en Normandie ou parce qu'on part à la journée, mais là on se fait quand même à manger. On se fait à manger à l'européenne, quoi. On a des gars qui sont spécialisés cuisine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont leur tente, les fourneaux d'époque et tout. Parce qu'il y a quand même en France une grosse collectivité de gens qui font ça. Donc on a plaisir, comme disait Stéphane, l'origine du Spring Camp. On est chacun de notre côté, on dit tiens les gars, on va commencer la saison, d'où le nom, Spring Camp. On va faire notre premier camp, on va se rencontrer, on va dire bon cette année on va en Normandie, on va en Belgique, on fait ci, on fait ça. Et puis on s'est rendu compte que il y avait des gens qui venaient, donc il y a quand même un gros potentiel et chacun a sa spécialité un peu. Et on va parler aussi du fait, parce que moi quand j'ai travaillé l'interview, il y a énormément de gens qui sont attirés par ces reconstitutions et on va parler de cet engouement que les Français commencent à avoir, que les Anglo-Saxons ont, mais que les Français commencent à avoir, on va en parler d'ici quelques instants. Mais d'abord, Jean-Luc, c'est à vous avec vos poissons.
On refait un petit point poisson. Oui. Un petit point fiche. Un petit point fiche. Oh là, c'est carrément. Mais on est bilingue dans cette émission. Et donc, alors, ces poissons, notamment Carassius, je crois que c'est des poissons très, très reproduits en pisciculture. Je crois que le Carassius doit être à la 10e place en matière de production. On ne peut pas en dire autant d'autres espèces. Et j'ai un peu interrogé les fédérations de pêche des Pays de Loire. Et Dieu sait qu'on pêche en Vendée. Hein. C'est la deuxième activité après le foot. Ah ouais. Et donc, il y a un certain nombre d'espèces qui sont très très menacées, voire qui ont disparu. Vous en avez une à l'écran. Qui ont disparu c'est quoi ça C'est Lampretra fluviatilis, c'est-à-dire la lamproie de rivière. Il y a l'lamproie marine aussi. D'accord, mais ça n'existe plus, ça c'est disparu. Alors, ça existe encore, mais c'est vraiment en très très grande régression, et les fédérations de pêche sont attentives à cette disparition. Il faut savoir que dans les années 1800, Ancenis était le grand port de pêche de la lamproie. D'accord. Puisque c'est donc très très consommé. C'est un poisson un peu spécial, puisque comme vous le voyez, il a une bouche un peu particulière. En réalité, il n'a pas de mâchoire. Ventouse, une sorte de ventouse. Oui, c'est un parasite en fait des autres poissons. Hématophage, c'est-à-dire qu'il se colle dessus et il pompe les jus, on va dire. Alors donc ça se cuisine. J'ai trouvé des recettes dans le sud-est. Ça se cuisine, on emballe ça dans de l'oseille, on fait cuire ça à l'étouffée et on arrose avec du marc pour que, a priori, les arêtes se dissolvent ou se ramollissent. Ah, d'accord. Là, vous avez une petite loge qui est mignonne comme tout. Oh, une petite loge. Qui fait une dizaine de centimètres. Donc, il y a d'autres espèces peut-être plus connues comme les aloses. Vous savez, les aloses, il y a la grande alose, alosa, puis il y a l'alose feinte. Et donc, ce sont des poissons qui sont de la famille des sardines et qui ont cette particularité, vous savez, de remonter vers l'eau douce au moment de la reproduction. D'accord. Celle-ci, bien sûr, vous voyez de quoi je parle. Oui, c'est l'anguille, alors qui est très populaire. C'est bien bon sûr. à la poêle. Oui, effectivement. Alors, il faut quand même savoir que elle fait partie des poissons qui sont considérés comme très menacés par les fédérations de pêche. Ah, d'accord. Oui. Il y en a en Vendée. Il y en a. Et tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a des nasses, et qui en a plein ses congélateurs. Exactement. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Celui-ci, vous le connaissez aussi, bien sûr, c'est Acipincer sturio, c'est l'esturgeon. Stéphane, il est balèze. C'est l'esturgeon. Qui était. Ça, c'est quoi ? C'est toujours la même chose ? Qui était très 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 commun, on va dire, en général dans nos rivières. Et ce dernier, ça c'est quoi ? Et celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo. Et c'est la lotte, oui, c'est vrai. Merci Noé, la réalisatrice. J'avais mis une autre photo de lotte qui était plus claire. Et puis bon, bien sûr, salmo, le saumon. Ouais. La lotte qu'on a vue avant est intéressante parce que c'est de la lotte de rivière. Et le saumon, il faut se rappeler que on a des contrats de travail ouvriers agricoles il y a 200 ans qui stipulaient que l'ouvrier n'aurait pas à manger plus de 2 fois par semaine de saumon. Ce serait peut-être pas mal qu'on fasse la même chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Voilà, ça veut dire qu'il y a une période où il y en avait vraiment beaucoup. Et que voilà, c'est vraiment faire attention à ça aussi. Une espèce qu'il faudrait. En voie de disparition, non, il faut protéger. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ces poissons. On va revenir au Spring Camp qui aura lieu donc cette reconstitution d'un camp américain de la Seconde Guerre mondiale au Moulin à Hélice, c'est au Poiré-sur-Vie, c'est le samedi 29, dimanche 30 et lundi 1er mai, c'est le week-end prochain. Moi je suis assez soufflée sur la reconstitution de ces camps avant que Stéphane meure. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus... Alors déjà, ma première question c'est de savoir... Vous faites la reconstitution d'un camp de la Seconde Guerre mondiale, alors que ce n'est pas une période la plus joyeuse possible, Christophe. C'est-à-dire que c'est une période qui est quand même très bouleversée, controversée, et j'ai l'impression qu'il y a un engouement pour cette période.
encore aujourd'hui. Pourquoi, selon vous? Une nostalgie peut-être de cette époque, de la libération surtout. Hein. C'est ça. C'est plus la libération que ce qu'il y a avant. Voilà, puis les gens recherchent un peu leur passé aussi. Donc là, on est là un peu pour leur expliquer. Parce que les vétérans, il y en a de moins en moins. Ouais. Donc le passé, il faut le remettre à jour. Ça veut dire que vous avez aussi une mission de transmission aux plus jeunes. Une mission, c'est personnel. Voilà. Mais d'ailleurs, les jeunes sont demandeurs. C'est incroyable. Les dames aussi, elles s'intéressent bien à l'histoire. Donc, non, il y a une grosse demande. Ouais. Est-ce que ça va au-delà de... moi, je me dis, OK, on apprend ça à l'école, on lit des bouquins là-dessus. Mais la reconstitution, on passe un cran au-dessus aussi. Est-ce qu'il y a le fait de justement de sortir du livre? Ah bah oui, comme je le disais tout à l'heure, on est une bande dessinée vivante. Hein. On sort les personnages du papier et puis on fait vivre. C'est pour ça nos camps, c'est ludique. On joue au baseball, on joue au football, on joue aux fléchettes, on mange dans les gamelles. On est sous la pluie parce que les GI étaient sous la pluie. On ne tire pas dessus, c'est déjà pas mal. Sachant que le week-end prochain n'est pas très beau. Mais non, on revit complètement à l'époque. Qu'est-ce que ça vous... Jean-Paul, Christophe et Stéphane, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vêtir vos tenues? Vous disiez, Stéphane, tout à l'heure, de vous mettre dans la peau du technicien, de jouer une sorte de rôle. Ça vous apporte quoi? Ça sert à quoi? On s'identifie vraiment à ce personnage parce qu'on l'a recherché avant. Vous avez travaillé dessus? Voilà. On le peaufine comme ça dans les photos, dans les livres, quelquefois dans les films. Au départ, ça démarre par des films. Ouais. Et après, on passe vraiment au-delà du film parce qu'on a envie de coller vraiment un personnage au détail. On regarde tous les détails précis. Il est vrai que Jean-Paul, depuis le 60e anniversaire du débarquement de Normandie et autres, il y a quand même eu un grand effet avec les productions américaines et autres, depuis les films Soldat Ryan et autres. On se rend compte que quand on regarde les résultats de box-office de films comme ça, c'est des choses qui ont énormément marché. Oui, mais c'est quand même une période de guerre. C'est quand même une période de guerre, oui. Alors ça, c'est le gros... Enfin, c'est un peu un cas de conscience qu'on a tous par rapport à cette période, mais c'est une période qui a énormément marqué notre pays. Donc, on se rend compte, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, que entre la Première Guerre mondiale et la Seconde, il y a eu vraiment très très peu de temps. La Première Guerre mondiale n'avait pas eu la couverture médiatique, il n'y avait pas les technologies qui permettaient de faire tout ce qui nous a été transmis par rapport à la Seconde. Donc, quand on voit un peu les dégâts, entre guillemets, sur la Première Guerre qui intéressent très peu de gens, on se dit, on est un peu les dernières générations. On a entendu nos parents, nos grands-parents nous en parler directement. Ils l'ont vécu, la génération derrière nous, ça va commencer à être loin. Donc on se dit, on a aussi un peu cette mission, mais qui n'est pas une mission, ça reste un plaisir, ça reste une passion. Voilà, un peu cette mission de continuer à le faire vivre, comme disait Stéphane, comme disait Christophe, faire vivre cette époque-là pour que les jeunes se disent, c'est quand même, oui, je savais pas que telle boisson s'est arrivée là, que les donuts sont arrivés là, que tous les chewing-gums, les cigarettes, toutes ces choses-là aussi, sont arrivées. Il y a eu des tas de choses qui sont arrivées par rapport à ces périodes-là. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on a un peu... Déjà, on a plaisir à voir des jeunes qui s'y intéressent parce que rajeunit pas, on aimerait bien qu'il y ait des jeunes qui viennent nous rejoindre pour prendre un petit peu la suite et puis voilà quoi. C'est dur pour les jeunes de reprendre la suite parce que avant il y avait une opulence de matériel et avec justement le box-office américain, le Soldat Ryan, les Band of Brothers, les Frères d'Armes, les prix augmentent. Et pour avoir du matériel, d'époque, on rencontre beaucoup de personnes qui ont la cinquantaine ou retraités parce que voilà, ils ont les moyens. Mais un jeune qui commence la collection maintenant, c'est beaucoup de repros, de copies. Malheureusement, l'argent commence à prendre beaucoup trop de place dans les activités. On va reparler dans la troisième partie. Il y a la musique aussi qui est présente. Alors c'est cette ambiance, l'ambiance générale d'un camp. Il y a de la musique qui va flotter dans l'air tout le temps, des airs français, Edith Piaf. C'est le jazz, c'est du rock'n'roll. Le jazz, tout ça. Donc toute la journée, ça plane sur un camp et tout de suite, ça met les gens dans une ambiance, quoi. Quand on sent les odeurs de vêtements, quand on a nos vêtements, les toiles de tente, les jeeps ont une odeur. On sent l'humidité. Les vieux moteurs ont une odeur. Donc tout ça mêlé, ça fait une ambiance particulière, quoi.
On va en reparler, puis on va reparler de cet engouement de la reconstitution aussi, qui vient des anglo-saxons d'ailleurs à la base. On va en reparler, ça sera dans la 3e partie de cette émission. On se retrouve juste après une courte pause. De retour dans la 3e et dernière partie de cette grande émission consacrée au Spring Camp. C'est une reconstitution d'un camp américain de la Seconde Guerre mondiale au Moulin à Hélice. C'est au Poiré-sur-Vie. Ce sera le week-end prochain. Les 3 jours, samedi 29 avril, dimanche 30 avril et lundi 1er mai. Plein d'animations à l'intérieur, reconstitution complète et notamment un concert aussi des Glams. Le dimanche soir à 21h, mais tout au long de la journée, vous pourrez profiter de ce camp et vous remettre dans l'époque de la libération en 44-45. Nous sommes en compagnie du président de l'association qui gère ça, c'est Jean-Paul Limagne. Nous sommes en compagnie de Christophe Cotu qui est juste à côté et de Stéphane Guilbeault qui sont membres évidemment de l'association. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Baptiste. Alors, moi, quand j'ai préparé cette émission, je me suis rendu compte que les fameuses reconstitutions historique, alors pas que de 39-45, il y en a de toutes les époques, Moyen-Âge, voilà. Notamment pour vous donner un ordre d'idée, Waterloo, la bataille de Waterloo, c'est 6000 personnes, ce qui est un truc de malade. Et je me suis rendu compte que c'était de plus en plus couru en France. De plus en plus de gens le font. C'est très anglo-saxon à la base. Mais est-ce que vous avez une explication à ça ? Pourquoi on reconstitue des camps américains Mondialisation. Parce que nos voisins, donc anglais, sont spécialistes de ça. On va souvent collectionneurs en Angleterre, parce que c'est vraiment la référence, Hollande, Belgique et autres. Il y a un peu un phénomène identitaire qui est en train de pousser dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on a un pays, on s'intéresse à son histoire, on commence à vraiment plus regarder. On a un grand-père qui nous en a parlé un jour, on a une grand-mère qui nous en a parlé un jour. Donc il y a, maintenant, avec les moyens de communication, on peut se renseigner beaucoup plus facilement. On peut beaucoup plus vite avoir des informations sur toute cette période-là. Je pense qu'on était un peu en retard vis-à-vis de nos collègues anglais. Je pense qu'on ne les rattrapera pas parce qu'ils sont à un niveau vraiment supérieur. Mais dans le temps qui avance, on suit ce chemin-là. Mais de là à passer, alors, avec Internet, on peut avoir un maximum d'informations, notamment, je pense, sur la période 39-45. Mais de là, lire, se renseigner, avoir une petite collection que ça. Mais de là à passer le pas de la reconstitution... Eh ben, il y en a un qui peut en parler, c'est Stéphane. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est rencontrés avec Stéphane, et puis je lui passerai la main. J'habite Véret et j'ai organisé sur Véret des marches gourmandes. Et un jour, j'ai dit à mon équipe, on va faire ça sur la libération 39-45. T'es sûr ? J'ai dit oui, il y a des groupes qui existent qui demandent que ça, venir présenter ce qu'ils font, et ça a commencé comme ça. Et quand ils sont venus, on a demandé, pour s'immerger dans leur passion, est-ce qu'on pouvait dormir déjà avec eux ? Ils avaient des lits, ils avaient des tenues à nous prêter, nous on n'avait rien. Et ça a commencé comme ça. Et comme j'aimais ça et que j'ai appris à connaître tous ces gens-là, c'est comme ça que ça a démarré. Et après, c'est vrai qu'il faut franchir le pas. Ça a 3-4 ans. Après, il faut franchir le pas de la reconstitution. Après, il faut commencer par s'acheter un lit, une tenue. Donc, on achète au début le moins cher. La cote, et on trouve sur Internet. Et est-ce que pendant la reconstitution, comme vous allez greffer différents groupes qui vont venir pour participer à cette reconstitution, est-ce qu'il y en a qui passent vous voir en disant « Ah, toi, c'est pas très réglementaire ton truc. Ça se voit que c'est du faux, etc. » Est-ce qu'entre vous, il y a un peu de compète ? Évidemment. Un petit peu, mais... vous regardez le détail, Christophe, vous parlez du détail qui est important. Oui, évidemment. On est chacun spécialiste. Qui va dire, mais non, là, tu vois, ça correspond pas à l'époque où là, l'outil, c'est pas le bon. Donc on prend, tout est bon à prendre. Vous aussi, vous prenez des informations. Et après, nous, on retransmet autre chose aussi. C'est vrai que ce sont des échanges tout le temps. Super. On a rencontré des gens qui sont des collectionneurs de vieux avions. Et là, on est en train de travailler sur un projet au mois de juin, donc en Normandie, avec des collectionneurs d'avions. Donc là, on est en train de monter un camp, mais avec des vieux avions. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous n'officiez pas simplement sur le département de la Vendée. Hein. Vous êtes aussi, vous faites... on se balade un peu. Un peu partout, exactement. On va en reparler d'ici quelques instants, mais d'abord, on va faire un point patate douce avec Baptiste. Sweet potatoes. Sweet potatoes. Alors, avant Sweet potatoes, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, il faut le dire. La cicadelle, donc, n'est pas dangereuse. Ce n'est pas sale. Voilà, le molar s'en ira rapidement. Le molar s'en ira rapidement. C'est juste un petit piqueur-suceur qui ne fait pas grand-chose. Il prend un peu de
ne fait rien à la plante. Pas grand-chose. Il n'y a aucune raison de traiter ou quoi que ce soit. On regarde, on observe, on est curieux et on laisse faire. Voilà. Ensuite, ça, c'est pas du slogan, ça. la patate douce. Alors, la patate douce, un légume qu'on a l'habitude de voir sur nos étals. On pense qu'elle est souvent cultivée en climat tropical et subtropical. Exactement, ouais. Et c'est vrai. Mais on peut tout à fait la cultiver chez nous. Voilà, il y a d'ailleurs une grosse culture de patate douce à Vix, dans le sud de Vendée. Ah, d'accord. Et voilà, la Vendée est assez porteuse. Il y a des développements sur la patate douce. Et la patate douce. C'est super bon, la patate douce. C'est très bon. Très très bon. Et on l'a consommé depuis très longtemps. Certaines recherches archéologiques la datent à moins 8000 en Amérique centrale. Ah, d'accord. Amérique du Sud. C'est orange à l'intérieur. Voilà. On estime qu'elle est originaire d'Amérique du Sud, mais on n'en a pas vraiment la certitude puisqu'il n'en existe pas sauvage. D'accord. Donc elle n'existe que cultivée. Elle aurait été ensuite ramenée en Polynésie par des populations polynésiennes aux alentours de 400 peut-être après Jésus-Christ, et ensuite elle se serait diffusée en Asie, et c'est surtout les Portugais et les Espagnols, après la conquête de l'Amérique et la découverte par Christophe Colomb, qui l'auraient diffusée dans toutes les colonies, et là on l'aurait vraiment consommée de plus en plus. Il en existe à chair orange, classique, celle qu'on trouve dans le commerce, mais aussi à chair blanche. On en trouve aussi de temps en temps. Ça a le même goût ? Ça a à peu près le même goût, c'est parfois un petit peu plus fin. Ça dépend des régions et de celles qu'on consomme. Il en existe une multitude de variétés, je vous dis juste les couleurs. Et celle qui est beaucoup plus rare, celle qui a chair pourpre, presque comme de la betterave. Même moi, j'ai du mal à en trouver et à la cultiver. Donc du coup, pourquoi ? Ça, c'est la rose. Parce qu'elle est très confidentielle et parce qu'effectivement, elle nécessite un petit peu plus de chaleur que les autres. Elle se mérite. Elle se mérite. Elle n'est pas grosse comme ça, vous voyez, elle est assez longue. Voilà. Mais donc, du coup, celle-ci est très surprenante puisqu'on peut faire une purée de patates douces, mais avec une belle couleur. Violette. Voilà. Donc, on a l'habitude de manger le tubercule, mais il faut savoir qu'on mange aussi les feuilles. Ah bon ? Effectivement, les feuilles se consomment. Alors, je vous parlerai de celle-là juste après. Les feuilles se consomment. Elles se consomment comme des épinards, en fait. Et on peut... C'est hyper joli, les feuilles de patates douces. Elles sont plus riches en minéraux que des feuilles de chou, par exemple. Ah, vaut mieux manger des feuilles de patates douces au niveau minéral que des feuilles de chou. Voilà. Alors qu'on ne peut pas manger la feuille de la patate. Exactement. La feuille de la patate traditionnelle, la patate telle qu'on la consomme, la pomme de terre, eh bien, elle est toxique, tout comme le feuillage de la tomate. Voilà, je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, donc quand on a faire parlé. attention à ça. Quoi. Attention, ne jamais manger de patate. Voilà. La patate douce, oui, parce que la patate douce, c'est de la famille du liseron. C'est pas du tout de la famille de la patate classique, c'est de la famille du liseron, des hippomées. Alors vous en avez des décoratifs derrière vous, on en voit de plus en plus sur les ronds-points et dans les communes, à feuillage doré, à feuillage pourpre. Alors elles produisent des tubercules, mais qui sont un peu moins intéressants que des variétés cultivées. Normalement, le feuillage est vert. Et juste avant, on avait une image d'une à feuilles tricolores, panachées, là aussi, très ornementales. C'est des variétés qu'on a sélectionnées pour ça. Ça, c'est des feuilles de patate douce. Voilà. Alors, en fait, on appelle ça patate douce parce que ça ressemble à la patate. Parce que ça ressemble à la patate, ça fait un tubercule et surtout que c'est plus sucré qu'une pomme de terre traditionnelle. C'est le mot patate, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la cultiver chez nous. Alors vous voyez, on voit très bien que c'est de la famille du liseron, puisque voilà la fleur de la patate douce. Vous avez d'ailleurs les feuilles à côté. Joli, hein. Donc c'est très joli, elles sont en fleurs en ce moment d'ailleurs, quand on les a cultivées un peu au chaud. Et donc, très vite, Baptiste. Très vite. La patate douce, il ne faut pas la planter comme une pomme de terre maintenant et espérer que ça pousse. D'accord. Il faut plus de 10 degrés au niveau du sol pour que ça pousse, donc il va falloir... attendre un peu. Attendre un peu. Donc mars, avril, on la met... si possible, la pointe en bas avec un petit peu d'eau ou directement dans du sable un peu humide et surtout à une chaleur de plus de 20 degrés si possible. 18-20 degrés, ça serait bien. D'accord. Sous serre. Ça donne ça. J'ai fait sous ça. Serre, bien sûr. Alors sous serre, près d'un radiateur, une fenêtre, mais vraiment à la chaleur, ça donne ça. Une fois qu'on a les tiges qui sont sorties au bout de 3-4 semaines, on coupe 3 yeux, on enlève les feuilles pour éviter la transpiration et que l'eau soit perdue. Donc j'en garde 3, je coupe toujours sous un nœud. Toujours dessous. Voilà, sous un nœud, j'en laisse 3 voire 4. Je l'enterre environ sur 2 nœuds, je le mets au chaud et j'ai fait ma bouture. Et c'est cette bouture qui, plantée tardivement, en mai, même juin, c'est pas grave. Au mieux que ce soit tard, il faut que la terre soit chaude et que la plante puisse bien s'installer. Et bien c'est cette bouture qui va se raciner très rapidement, en 2-3 semaines, qui va vous servir à faire votre patate douce. Donc une patate douce achetée dans le commerce va pouvoir vous en faire, si vous vous débrouillez bien, 30, 40, 50, pas de problème. Donc bouturez la patate douce, mettez-la au chaud, c'est le moment. La patate douce. Et donc ça c'est le conseil, il faut la bouturer, il ne faut pas la planter. D'accord, ça c'est super bien. Merci Baptiste Pierre. Mais de rien. Je rappelle que vous avez le Jardin des Curieux. Vous pouvez aller voir, il vous donne plein de conseils, vous pouvez même acheter des choses dessus. Enfin voilà, il y a tout, c'est un monde à part, le Jardin des Curieux. Avec Baptiste. Merci beaucoup Baptiste. On va terminer tranquillement cette émission avec
les membres de l'association AWM qui reconstitue un camp américain de la Seconde Guerre mondiale. Je vais y arriver. Au Moulin Élise, au Port-et-Survie, c'est le week-end prochain. Il ne fait pas très beau le week-end prochain. Tant pis. En même temps, les DJ, ils sont habitués. Hein. Oui, mais bon, on est d'accord. le but, c'est qu'il y ait du monde. Oui, il faut que ça ne vous empêche pas de sortir et surtout, le principal, c'est qu'il ne pleuve pas beaucoup. Christophe et Stéphane, je vous prends à part parce que Jean-Paul n'a pas son uniforme. Est-ce que ce que vous portez est un déguisement ? Ah non, on se déguise pas. Non, on prend. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Tu vas te déguiser. Non, on se déguise pas. On prend pas la place des anciens combattants non plus. Oui, il y a aussi ça. Il y a le rapport avec les anciens combattants. Oui, il y a un respect. Hein. D'ailleurs, on porte pas de décoration parce que ils les ont gagnés. Nous, on en a d'autres, mais on porte pas les décorations des autres. Ouais. Et non, on est quand même. On est fiers. Ouais. On est fiers de ce qu'ils ont fait, surtout. Et quand vous remettez... Alors, juste une précision, vos tenues, c'est des reconstitutions, c'est pas des tenues d'époque ? Non, c'est de la reproduction pour les camps. Après, les camps. Personnellement, on a du matériel d'époque. Que vous gardez précieusement pour pas les... Mais vous les mettez mais pas non, sur le marché, maintenant, il y a tellement de reproduction. Pour les camps, il n'y a pas de problème. Et est-ce que vous avez un rituel particulier quand vous mettez cette tenue ? On commence par le pantalon et on finit par les chaussures. J'aime bien le côté rituel. Ça, c'est gentiment me dire, ça, c'est une question très bête, Adèle. Ce que je veux dire, c'est que quand on remet une tenue, c'est comme un uniforme, il y a une posture, il y a... Oui, il y a une posture, il faut savoir la mettre, il ne faut pas se mélanger. On fait attention aux détails. Ouais, les détails, on tient aux détails. Il y a un petit côté quand même rituel. Voilà. Faites donc, attention. Le miroir, il chauffe. On verra bien, est-ce que ça va Parce que le calot, par exemple, il tombe à droite, donc il ne faut pas qu'il tombe à gauche. Pourquoi il ne faut pas qu'il tombe à gauche ? Parce que c'est comme ça, c'est dans ce qui... Non, il y avait les protocoles de tenue. Il y avait une tenue se tenait. Le calot. La cravate, par exemple, elle doit passer entre tel bouton et tel bouton. Et pas, ah oui, donc il y a tout quand même une espèce de code. Ça, on le recherche, on demande au collègue qui est plus gradé ou qui est plus calé dans la matière, mais on apprend comme ça au fil du temps. Jean-Paul, ça veut dire que vous êtes quoi ? Vous êtes membre d'une association liée à la Seconde Guerre mondiale, mais vous êtes quoi ? Vous êtes dans le cadre de la reconstitution des figurants, des acteurs, des historiens, des érudits ? Tout en même temps ? Tout en même temps, non. Des passionnés ? Déjà, c'est une passion dévorante, plus ou moins. On est surtout basé sur le partage parce que oui, ça se voit. Largement plus que moi. Et on est aussi, ce qui nous plaît, c'est de partager, c'est de rencontrer d'autres gens qui ont un peu la même passion que nous, mais qui n'est pas la même. Il y a des tas de choses qui vont se compléter, comme ça. Des historiens, je dirais que dans le grand groupe, il y a des historiens. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés d'histoire. On a le trésorier chez nous, ou Anthony, qui est, on peut lui dire telle date, qu'est-ce qui s'est passé, paf. Il est incollable sur ça. Donc on a chacun un peu notre violon d'Ingres et on va essayer d'avoir cette précision du point de vue de l'habillement, du point de vue du matériel, du point de vue des véhicules, du point de vue de l'histoire. C'est un peu cet échange-là et c'est ça qui est super chouette parce que les compétences de l'un vont servir à l'autre. D'accord. Donc on se retrouve tous et on est complémentaires. Personne ne peut dire je connais de A à Z. Le public aussi, les personnes âgées, tout nous donne des éléments d'histoire. Moi j'ai connu ça, ça faisait ça. Ça doit être assez émouvant d'ailleurs. On les écoute parce qu'ils ont envie de parler. Il y a un rapport de confiance, ils parlent. Et on a un respect à les écouter. On a bien compris que votre intérêt c'est les 39-45, enfin, du moins, voire même la libération, etc. Il y a une autre période historique qui vous plaît, qui n'a absolument rien à voir avec ça ? Au niveau de la guerre ou Non, est-ce qu'il y a un autre moment ? Les vélos. Oui, j'aime bien les vieux vélos. Oui, donc le vélo dans l'histoire, en fait. Vous êtes un fier du Tour de France, alors ? Oui, j'aime bien. Ouais. Mais plus les vieux vélos, quoi. Du départ du vélo jusqu'à l'évolution du vélo. Voilà, l'évolution du vélo. Christophe, il y a une période, je sais pas moi, le Moyen-Âge ou la Régence ? Oh non. C'est vraiment ça. C'est plutôt petit, c'est comme ça. Voilà. Plutôt petit. Ouais, tout petit, les films, tout. Et pas la Première Guerre mondiale, plutôt la deuxième. Alors je reprends sur la Première Guerre mondiale parce que c'est un conflit complètement différent. Ouais. Et j'aime bien rechercher tout ce qui est témoignage. Et là, j'y suis allé dernièrement au musée de Meaux. Je reprends un peu 14-18. Oui, qui explique aussi pas mal de choses après, pour 39-45. Importante. Jean-Paul ?
Même question. Une autre période, je ne sais pas. Un autre violon d'Ingres, j'ai toujours été fan de cinéma. Ouais. Et dans ma partie US, j'ai aussi une collection de caméras, de vieilles pellicules en 16 mm. Enfin, je suis assez... D'un autre côté, je suis fan de ciné, argentique. Ouais. Et j'ai essayé de faire coller un peu l'un avec l'autre. Donc, j'ai récupéré un vieux Projo, Bell & Howell de l'époque, du matériel comme ça. Donc, ça peut partir sur des trucs assez surprenants. Le dernier truc qu'on a qui sera au camp, c'est un Searchlight, c'est-à-dire un projecteur DCA. Américain. C'est un projecteur DCA qui avait une puissance en lumière à l'origine de 12 000 watts. Ça éclairait jusqu'à 50 km de haut. C'est des pièces assez rares. Aujourd'hui, donc, il n'a plus la même puissance. Il a fallu qu'on l'adapte à une technologie plus moderne, mais l'objet est quand même assez surprenant. Alors, si vous voulez voir une reconstitution du camp américain de la Seconde Guerre mondiale, je vais y arriver, c'est au Moulin à Hélice, c'est au Poiré-sur-Vie, c'est le week-end prochain du samedi au lundi du 29 avril au 1er mai. Vous y verrez Jean-Paul, Christophe et Stéphane. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Prenez du plaisir à faire cette reconstitution. Messieurs, je vous dis à très très vite. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous dis à demain.